Adel Rali, bonjour, vous êtes architecte et historien. Vous venez d'ailleurs de soutenir une thèse de doctorat en Belgique et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Tunis en tant que laboratoire vivant de la diversité de la ville. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons de dire un petit mot de cette soutenance que vous avez brillamment réalisée il y a quelques jours. Merci beaucoup Serhat, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager effectivement d'abord cette expérience de soutenance de thèse. Donc c'est une thèse de doctorat en urbanisme, mais qui était en réalité un essai de superposer deux lectures de la ville, deux trames de lecture de la ville, donc une lecture de la ville urbaine et une lecture de la ville diplomatique. L'idée, c'est que ce qui forme la ville et ce qui produit la ville, ce sont les interactions humaines, l'activité des populations qui l'accueillent. Et je me suis intéressé à une partie de la ville qui est aujourd'hui oubliée, qu'on parcourt d'ailleurs sans même la reconnaître, qui est le quartier consulaire, qu'on appelle aussi le quartier franc de Tunis. Alors ce quartier, c'est en réalité une simple frange de la ville qui couvre peut-être 5 hectares au total et qui a eu la particularité de recevoir, dès la fin du XVIe siècle, dès que Tunis est devenue une province ottomane, des populations diverses qui ont en commun d'être européennes et chrétiennes et qui se sont installées petit à petit dans des bâtiments mis à leur disposition par le pouvoir ottoman de Tunis, et notamment les fondouks, dont l'un des témoignages les plus importants est le fondouk des Français, bâti en 1660 par le pouvoir moradite. Alors ces populations, en s'installant dans la ville, considèrent le bâtiment non pas comme un simple édifice, mais comme un quartier à part entière. Et ce quartier accueille des équipements aussi divers que les boulangeries, que les théâtres, que les chapelles, parce qu'on a affaire à un monde qui est profondément religieux, les services aussi de chancellerie, de notariat, et donc c'est toute une micro-société qui va s'installer dans ce type d'édifice, dans ces caravansérails urbains. On va avoir en réalité une première phase de développement qui va apparaître à partir de 1660 jusqu'à la Révolution française, qui va être une phase de cumul. Les populations européennes représentées à Tunis vont se multiplier, elles vont être reçues dans cette partie de la ville, dans une partie qui est ouverte. On ne parle pas de ghetto, mais on parle d'un quartier qui revêt une identité propre et qui se colore de cet apport de population qui va enrichir la ville. Comment va-t-il enrichir la ville? Comment ces populations vont-elles enrichir la ville? Eh bien, on enrichit la ville avec la langue, on enrichit la ville avec la diversité des tenues vestimentaires, avec la diversité de cultes aussi, et avec cette manière de vivre la ville qui est propre à chaque communauté. Et donc Tunis va accueillir des Français, des Anglais, des Vénitiens, des Génois, des Espagnols, des sujets toscans, des sujets du Saint-Empire romain germanique. Et à la fin du XVIIIe, on va même avoir des Espagnols et des États-Unis, donc des ressortissants des États-Unis d'Amérique, toute jeune puissance à l'époque, qui est accueillie sur le territoire tunisien dès 1792 pour l'ouverture des négociations. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de ces populations-là? On a quelques traces, mais essentiellement des traces physiques. Et donc, ces traces physiques, ce sont des pierres. Il faut faire parler la pierre, il faut faire parler les murs. Et pour faire parler les murs, il faut interpréter ce que ces bâtiments ont à nous raconter. Il faut interpréter la typologie des bâtiments, il faut travailler sur l'emplacement de ces bâtiments dans la ville et sur leur intégration dans un réseau d'équipements et de voiries qui est un réseau de villes musulmanes. Car Tunis, la grandeur de Tunis et sa beauté, c'est aussi le fait que ce soit une ville arabe et musulmane, fondée il y a 14 siècles, qui témoigne de son origine dans sa trame urbaine et dans son urbanisme, dans sa ville, dans sa qualité. Et ces qualités spatiales, aujourd'hui encore, elles préservent la mémoire des communautés qui sont passées par là. Et c'est ce qui m'intéresse un peu, c'est-à-dire que j'essaye de reconstituer la mémoire des diverses communautés nationales qui sont passées par Tunis, et j'essaye surtout de prouver que leur empreinte est là, et que la ville témoigne encore dans ses murs de cette mémoire. Une mémoire que nous devons préserver et maintenir, car aujourd'hui, pour diverses questions, notamment idéologiques, c'est une mémoire qui est quand même menacée, il faut le dire. Et donc, faire parler les murs, et une fois qu'on les a fait parler, les écouter, et écouter ce qu'ils ont à nous raconter. Et cela nous mène à cette question de laboratoire vivant. C'est la qualification que vous avez pour la ville et pour la diversité dans la ville. Oui, tout à fait, Sihat. Mais alors, tout d'abord, je voudrais dire que la perception qu'on a de la ville n'est peut-être pas la réalité. Il n'y a pas une seule ville de Tunis, il y a plusieurs villes de Tunis.
Tunis est double, Tunis est triple, Tunis est quadruple, Tunis est multiple tout simplement. Chaque communauté a son propre Tunis et des fois même chaque personne a son propre Tunis. Et c'est vrai pour chacun dans sa ville d'origine ou dans sa ville d'adoption ou dans sa ville d'élection même. Et donc la question que je me suis posée, c'est un peu, je me référais d'ailleurs à une bande dessinée belge de Scuiten et Peters sur la ville de Bruxelles, qui racontait cette histoire d'une Bruxelles double. Une Bruxelles qui était connue des initiés, une Bruxelles qui était connue on va dire, de la masse, qui ne faisait que regarder de l'extérieur de la ville sans la pratiquer. Et de là, je me suis questionné, je me suis entraîné à questionner la ville et à essayer de faire parler les murs, comme je vous l'ai dit. Et Tunis, en fait, est une ville qui se dévoile peu. Tunis est une ville très pudique, mais qui recèle de trésors qu'on a des fois de la peine à révéler et à exploiter. Et donc, devant vous, aujourd'hui, je voulais évoquer la composition de la société tunisoise. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Tunis, on a l'impression qu'on a une société unique, à visage unique, et à caractéristiques culturelles, cultuelles, sociales uniques, mais c'est absolument faux. En fait, la ville est beaucoup plus riche que ça et la société est beaucoup plus riche que cela. Et bien sûr, je n'ai pas une semaine pour vous le raconter, j'ai les 20 minutes que vous m'accordez aujourd'hui. Je vais donc évoquer cette histoire de Tunis, ville d'Afrique du Nord, aussi ville d'Europe, ville d'islam, mais ville de chrétienté, ville de judaïsme, ville éminemment méditerranéenne, et ses 14 siècles d'histoire en tant que ville musulmane. Alors on sait que ça a été une ville phénicienne, une ville romaine, une ville vandalisée, conquise par les Byzantins et puis par les Arabes, et à ce formant de base, qui est arabo-berbère, nous devons ajouter les Arabes de la péninsule arabique et du Hijaz, ainsi que le Lévantin musulman d'Irak et de Syrie, installé à l'époque des Firiqiya, sous les Omeyyades et les Abbassides. Et la composante sociale des habitants de la ville est d'une extraordinaire richesse, vu qu'on va voir l'arrivée de populations de Nubiens, auxquelles va aussi s'ajouter des populations européennes métissées, donc de différentes sources, que ce soit magyars, donc hongrois, germains, gaulois, francs, dans toute leur diversité, qui sont enlevés des fois sur les mers, ou tout simplement amenés, attirés à Tunis par le commerce, par l'envie de refaire sa vie, de réécrire un pan de son histoire, et qui vont donc être intégrés. Et je pense que cette intégration, en fait, c'est étudié par les historiens qui sont intéressés à la ville de Tunis, ces apports de population successifs vont nourrir la richesse humaine de la ville de Tunis et vont la nourrir à tous les niveaux, parce qu'on ne parle pas seulement de la population, des artisans, des exploitants, des marchands, on parle aussi de l'élite administrative et militaire de la ville, qui va s'enrichir de militaires flamands, italiens, d'administrateurs français, espagnols, et ce, depuis le Moyen-Âge. Je rappelle qu'il y a un quartier autour de la Casbah, près de la Casbah, qui était le quartier de Saint-François, du nom de la paroisse catholique que ce quartier hébergeait. Tout ceci va se poursuivre, et même l'élément musulman va continuer à s'enrichir, avec les apports notamment de populations andalouses, qui vont concerner aussi bien les musulmans que les juifs de la ville, par vagues successives. Malheureusement, ce sont des vagues d'expulsion généralement, c'est-à-dire que l'Europe expulse un élément hétérogène qu'elle ne peut recevoir, et Tunis, dans sa grandeur, et je pèse mes mots, va être capable de recevoir, d'accueillir, d'aider et d'intégrer ces populations. On a par exemple dans les archives tunisiennes et dans les archives espagnoles des documents extraordinaires, des mémoires ou des chroniques qui sont rédigées en castillan, mais par des Tunisiens musulmans au XVIIe siècle. Donc tout ça témoigne d'une formidable richesse humaine. Alors, la transmission du pouvoir aux Ottomans, bien entendu, va s'accompagner aussi d'un apport musulman, mais ethniquement différent. Ce sont les Turcs, qui va se doubler d'un apport tout aussi intéressant, qui est celui des Kulurli, donc des natifs turcs, essentiellement anatoliens, qui vont épouser les femmes locales. Et c'est le cas d'ailleurs du fondateur de la dynastie beylikale, donc le royaume de la Régence, puis le royaume de Tunis, qui va prendre fin en 1957. Le fondateur avait épousé une kéfoise et il était militaire d'origine turque. Donc tout cela va en réalité produire cet extraordinaire mélange dont la ville va témoigner. Il ne faut pas croire que la ville et ses différents quartiers ne conservent pas la mémoire de ces populations. Je pense que c'est tout à fait le contraire. Et on peut parler d'architecture parlante
pour une architecture qui exprime sa fonction, de même que l'on peut parler d'urbanisme parlant, pour un urbanisme qui exprime la richesse et la diversité des populations qui le composent et qui l'ont produit. Je vais vous mentionner quelques cas de conversos, parce que j'aime beaucoup cette histoire. On a un célèbre Joseph Reyes au XVIIe siècle, qui est en fait britannique, Jack Ward. On a par exemple Ostamora Genovese, qui va être génois, le descendant d'un aristocrate, d'un chevalier génois. On a des Corses, fondateurs de la dynastie moradite, mais aussi on va avoir, comme je l'ai dit, des Turcs, des Grecs, des Slaves, des Croates, une population d'une très très grande richesse, et les ports eux-mêmes vont s'enrichir de Sardes, de Siciliens, de Maltais, à des époques différentes. Donc c'est vraiment une stratification sociale qui va s'opérer. Et quand on s'intéresse à la Médina, on se rend compte que même des communautés qui apparaissent comme très fermées et endogames, comme la communauté juive par exemple, sont en réalité des communautés très très riches. Et on connaît à Tunis la grande division qui va exister entre les juifs arabes et les juifs livournais, qui sont eux-mêmes d'origine séfarade, venant d'Espagne et du Portugal, mais qui vont introduire une différence de rite qui va se poursuivre, je crois, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui encore, ces familles se reconnaissent par la diversité de leurs noms. Alors, qu'est-ce que cela produit dans la ville? Je l'ai évoqué, notamment dans ma thèse de doctorat. Cela produit des bâtiments. Pour moi, qui suis architecte, c'est très important de questionner l'espace et de questionner les bâtiments. Et ce premier bâtiment, c'est le Fondouk des Français, édifié en 1660, donc sous la dynastie moradite, qui va concerner uniquement la nation française. Mais qu'est-ce que la nation française à l'époque? Alors c'est intéressant de questionner ce mot, car il est polysémique en réalité. À l'époque, et national français, toute personne qui dépend de la protection française. Donc en réalité, au départ, enfin à cette époque, les protégés français sont aussi français, et il s'agit de tous les chrétiens qui sont de passage à Tunis. 1662, on a le Fondouk des Anglais qui est ouvert, et la protection, mais ça s'est fait un peu avant, s'étend à tous les chrétiens en fait non catholiques. Et ça va être la même chose pour les orthodoxes grecs, pour les orthodoxes russes, sauf pour les chrétiens de l'Empire ottoman, qui eux sont sujets ottomans et ont d'ailleurs énormément de privilèges, car ils sont considérés comme des natifs de l'Empire. Alors, parmi les derniers grands arrivants, on va avoir au XIXe siècle les Siciliens, les Sardes et les Maltais, mais aussi au début du XXe siècle, on va avoir les Russes blancs, avec cette arrivée traumatisante pour eux de ceux qui ont survécu à la révolution bolchevique et à ses excès, à ses massacres, et qui vont venir directement de ce qui reste de la Sainte Russie en 1918, et qui vont atterrir à Tunis, où ils vont être accueillis et protégés. Alors, en réalité, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que lorsqu'on se présente devant Beb Har, lorsqu'on arrive devant la porte de France, et que l'on pénètre donc dans la Médina de Tunis, on entame une immersion. C'est une plongée. On plonge dans ce qui n'est pas seulement une ville, mais ce qui est en réalité un dépôt de la mémoire collective et de la mémoire des différentes communautés de Tunis et des figures historiques qui ont fait donc sa qualité propre. Et pour moi, Beb Har, donc porte de France, c'est en réalité une porte des temps. Et donc quand on passe cette porte, on se retrouve sur la place de la Bourse, qui sera plus tard appelée la place de la Victoire, et entre-temps la place La Vigerie, enfin en tout cas il y aura la statue du cardinal La Vigerie, suite au congrès eucharistique. Et en réalité, à quelques pas de là à peine, résonnent des voix. Alors c'est un peu comme dans le film Le Guépard, il faut accepter d'écouter des voix qui traversent les temps, qui traversent les espaces successifs. Et qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre des vendeurs à la criée. Ce sont les portefaix gabésiens qui avaient le monopole du transport de marchandises sur cette place. On va entendre aussi les vendeurs à la criée qui vendent le khobzeddeda, le fameux pain noir, qui plaisait tellement au consul de Suède que celui-ci va accorder une protection consulaire à cette population tunisienne d'origine africaine qui s'est spécialisée dans la production de ce pain particulier. Ce même consulat de Suède, qui est ce bâtiment qui fait face à la porte de France, va être transformé en hôtel à la fin du XIXe siècle et va accueillir le tristement célèbre Aleister Crowley. Il va y rédiger ses carnets de magie. Alors, les carnets de magie, publiés en 1923, c'est un ouvrage qui a été édité en plusieurs millions
d'exemplaires. Il est rédigé à Tunis et il sera réellement lancé à Tunis suite à des expériences de l'auteur, qui est assez glauque, hein, il faut le dire, mais ça fait partie de la mémoire de la ville. À droite, on a la façade arabisante du consulat d'Angleterre, qui est en fait la dernière représentation diplomatique à quitter la Médina en 2001. Et ce bâtiment rappelle aussi que les arrivants s'adaptaient à l'architecture des lieux. Le premier consulat d'Angleterre était un pur produit de l'architecture ottomane, l'architecture des caravansérails, adaptée à l'Afrique du Nord, à la régence de Tunis. Le bâtiment qui suivra sera élaboré dans le style du vainqueur, c'est-à-dire un bâtiment qui rappelle que l'Angleterre en 1816, c'est le voisin qui possède l'île de Malte. Et c'est le voisin dangereux qui possède la plus grande flotte au monde. Et donc l'architecture témoigne aussi de la position de ces communautés et des nations qui les protègent. Alors, derrière le consulat de Suède, un oratoire millénaire, le Masjid al-Mehrez, qui accueillit une des personnalités religieuses, je dirais même spirituelles, les plus importantes de Tunis, qui est le saint soufi Sidi Mahrez ibn Khalaf, qui est vénéré autant par les juifs et les chrétiens de la ville que par les musulmans, et qui est toujours l'objet d'un pèlerinage qui lui est rendu par ces différentes communautés. À quelques pas de là, quand vous empruntez la rue Jemaa Zitouna, le consulat du Danemark, qui a été, grâce à Dieu, restauré par l'association de sauvegarde de la Médina et la mairie de Tunis, et qui a accueilli les souvenirs malheureux d'un académicien danois célèbre, l'académicien Olsen, venu à Tunis après Alger, à la fin du XVIIIe siècle, pour oublier des amours malheureusement assez tristes. Entre 1820 et 1832, cet hôtel consulaire va héberger le capitaine Falb, plus tard anobli pour ses travaux. Alors ce capitaine est commandant de marine, il est géographe, il est archéologue en herbe, il est un peu espion et un peu chasseur de trésors aussi. Et c'est dans cet hôtel consulaire, dans ses appartements du premier étage, qu'il va constituer la première collection de numismatique romaine et punique en Tunisie. Et aujourd'hui, on peut admirer cette collection constituée par le capitaine Falb à Copenhague, dans le musée royal. Il va aussi réaliser des fouilles très importantes à Carthage. Il va aussi établir le méridien de Tunis et réaliser l'un des premiers plans de Tunis. Tout ça dans ce quartier de la ville. Juste derrière, il y a la rue El Halouf. Alors apparemment, la mairie a eu la très mauvaise idée de changer de nom. C'est une manie qui nous fait oublier l'histoire et l'origine des dénominations. Et bien entendu, la rue devait sa dénomination aux produits particuliers qui étaient consommés par les chrétiens d'Europe et qui s'y vendaient. Mais en réalité, ce qui m'intéresse dans cette rue, et quand je l'évoque devant vous aujourd'hui, c'est un personnage qui était un Russe blanc, un contre-amiral, arrivé avec les débris de la flotte impériale dans les années 18-1920, et débarqué à Bizerte en 1920, ruiné, profondément triste, qui avait perdu toute sa famille, et qui vendait des biscuits azim à la communauté juive de Tunis pour vivre. Il habitait dans une petite pièce située dans un fondouk. Et tous les soirs, il ramassait toute la monnaie qu'il avait gagnée et achetait de l'eau de vie, la bourra, l'eau de vie locale, et se saoulait pour oublier son histoire, qui était d'une profonde tristesse. Et il parcourait la ville en hurlant à tue-tête les hymnes impériaux, les hymnes à la gloire du tsar et de la Sainte Russie. La police de Tunis avait l'ordre de ne pas le déranger, et aucun des habitants n'a jamais porté plainte contre lui. Tout le monde comprenait à quel point sa vie avait été triste et à quel point il était lui-même en quelque sorte une relique d'un empire disparu et d'une histoire révolue. Et puis un jour, on a retrouvé son corps sans vie, un matin d'hiver, les plaques vermillon des ordres de Sainte-Anne et de Saint-Georges ornant sa poitrine et son passeport Nansen, le passeport des apatrides, serré dans la main. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de cette réalité ? 60 ans après l'indépendance du pays, on ne peut que constater une forme d'appauvrissement de la richesse humaine de la société et aussi la disparition, en grande partie, des diasporas qui en ont fait la richesse d'une ville où, jusqu'en 1957, le grand rabbin était un personnage d'État, de même que l'archevêque anglican et que l'archevêque catholique, où Sidi Mahrez, le saint musulman du XIe siècle, était vénéré par les juifs et par les chrétiens, et faisait l'objet d'un pèlerinage, où mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents vivaient avec des catholiques, des orthodoxes, des protestants, des juifs, et partageaient l'espace commun des villes et des campagnes, c'est-à-dire la mixité sociale dans ce qu'elle a de plus noble, et non pas cette espèce de cloisonnement et de disparition, de dissolution de ces communautés. Aujourd'hui, on peut déplorer la destruction de plus d'une centaine de zaouïas en moins d'une décennie, de 2011 à 2021.
Aujourd'hui, les clochers des églises sont désespérément muets. Aujourd'hui, le sabbat n'est plus annoncé en claironnant dans la corne de la hara. Et aujourd'hui, surtout, la grande majorité des Tunisiens de 20 ans n'a jamais rencontré, par exemple, un juif indigène de sa vie et rencontre rarement des Européens résidents. Ce sont essentiellement des touristes de passage. Pourtant, cette richesse humaine subsiste, mais elle est moins visible. Et ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est que cette réflexion, c'est que sur cette richesse humaine qui, à mon avis, gagnerait à être encore plus visible. Pourquoi ? Parce qu'elle permettrait une pratique quotidienne de l'altérité, et c'est cette pratique quotidienne de l'altérité qui permettrait d'abord de faire revivre un vivre ensemble salutaire, et ensuite de témoigner non seulement du droit à la différence, mais de tout ce que cette différence apporte dans notre ville, dans notre pays, qui est un pays méditerranéen, dans notre Mare Nostrum, et en plus c'est cette différence et cette richesse, et cette capacité qu'a eu Tunis, et la Tunisie sous ses différentes dénominations, d'accueillir des populations si différentes qui a fait nos grands siècles. Comment donc créer des lieux de mémoire vivants qui témoignent de cette diversité, à défaut de réintégrer les représentants des communautés perdues ? C'était une réflexion que je voulais donc partager avec vous, et aussi un voyage dans le temps, dans ce que raconteraient les villes, dans ce que raconteraient les murs si on nous autorisait à parler. Merci.